Bonjour à toutes et tous. On commence avec quelques petits retards car je crois que les gens arrivent tout doucement, mais il faut tout de même démarrer parce que pour des raisons techniques, on devra arrêter vers 10 heures cette session. Donc j'ai le plaisir, on enchaîne vite, d'accueillir... alors d'abord, vous êtes dans la session éthique. Vous savez, il y a une commission éthique du collège. On aura peut-être le temps d'en parler lors du débat qui suivra. Où maintenant je vous expose qu'il y a cette commission éthique qui existe depuis des années, qui a été inaugurée, si je ne me trompe pas, par Gérard Lévy, dont je tiens à saluer ici la mémoire, n'est-ce pas? Et cette commission a continué de vivre avec Israël, toi Joël, et ensuite j'ai cet honneur de la présider. Et c'est vrai que depuis la Covid, elle est tout à fait virtuelle et travaille en vidéoconférence. Et cette absence de présence, sans doute, altère un petit peu les relations qu'on pourra avoir les uns et les autres. Donc, comme on est sorti de cette période de masque et de non-présence, j'espère qu'on va redevenir très actifs ensemble. Et on souhaite, on peut le redire, là vous êtes peu nombreux encore, mais peut-être dites-le entre vous, que ce soit un organe qui ait une réalité avec vous, professionnels du terrain, pour aussi servir de support à la réflexion et peut-être parfois éclairer les positions des gynécologues obstétriciens français. J'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant le docteur Maxime Barré, qui est gynécologue obstétricien à Nantes, qui a eu la tâche redoutable de me succéder dans mon propre bureau. Je ne lui en veux pas du tout. Et je sais que il appréhendait une salle qui ne soit pas pleine, mais tu vois, Maxime, on fait le maximum, on attend, mais voilà, ce sera une salle un peu petite. C'est dommage pour toi, mais je sais que ton sujet va nous ravir, puisque tu vas parler de la contraception définitive chez les femmes jeunes. À toi. Pas tous ces états. Bien, bonjour à tous. Donc, Maxime Barré, je suis gynécologue obstétricien à la clinique Jules Verne à Nantes. Et effectivement, on m'a demandé de parler de la contraception définitive chez les femmes de moins de 30 ans. Parce que j'ai déjà effectué des contraceptions définitives chez les femmes de moins de 30 ans. Et donc, ça permettait un retour d'expérience et puis discuter ensemble par la suite de cette nouvelle demande. Bon, un rappel juridique rapide. La stérilisation est encadrée par la loi du 4 juillet 2001. Cette loi permet de réaliser une stérilisation chez l'homme ou chez la femme dès l'âge de 18 ans, après 2 consultations. La première consultation, on parle de la contraception, des différentes techniques de stérilisation, donc ligature de trompe chez la femme, vasectomie chez l'homme, et des conséquences de la stérilisation. L'irréversibilité de la technique, on peut pas revenir en arrière, mais également le taux d'échec, parce que irréversible ne veut pas dire efficace à 100%. Il y a 1% de risque de grossesse après ligature de trompe. Et puis après un délai de réflexion de 4 mois, on revoit lors d'une seconde consultation la patiente et on recueille par écrit son consentement avant de réaliser l'acte chirurgical. Dans le monde, la stérilisation tubaire est la méthode contraceptive la plus utilisée, bien avant le stérilet ou la pilule. Alors, il y a certains pays qui gonflent un petit peu les chiffres. L'Inde, pour ne pas le nommer, qui pratique des ligatures de trompe sans forcément consentement ou information auprès de la patiente. Mais du coup, ça augmente un peu les chiffres de la stérilisation tubaire dans le monde. En France, en revanche, la stérilisation tubaire, elle est peu employée, moins que dans certains pays limitrophes, comme l'Espagne ou l'Angleterre, et encore moins qu'aux États-Unis. En France, donc, il y a environ 5% des femmes en âge de procréer qui ont recours à la stérilisation tubaire. Et majoritairement, elles ont plus de 38 ans. Et finalement, les demandes avant 30 ans sont assez rares et essuient beaucoup de refus de la part des praticiens. Alors moi, j'étais amené à voir des patientes en consultation me demandant donc des ligatures de trompe avant 30 ans, avec ou sans enfant. Il a fallu que je me positionne. Je me suis positionné en étant favorable et je me suis appuyé sur la consultation d'éthique clinique et
également une consultation auprès de la psychologue du service. Alors, la consultation d'éthique clinique, c'est une consultation, alors c'est un entretien semi-directif, hein, c'est 2-3 personnes, soignants ou non soignants, formés à l'éthique, qui s'entretiennent donc avec la patiente et qui font une forme de rapport à un staff d'éthique, une vingtaine de personnes, pour discuter de la demande et statuer selon les 4 principes de la bioéthique médicale de Childress et Beauchamp, donc qui comportent l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et le principe de justice. Bon, l'autonomie, est-ce que la patiente est autonome pour libre dans son choix? La non-malfaisance, est-ce qu'en ne faisant pas l'acte, on n'est pas malfaisant? La bienfaisance, est-ce qu'en pratiquant l'acte, on est bienfaisant? Et puis le principe de justice, alors justice juridique, mais aussi justice sur le plan collectif, sociétal. Je laisserai Gérard Dabouy vous en parler plus précisément tout à l'heure. Et puis la consultation de psychologie, alors c'était pas pour moi, je voulais pas psychologiser ou remettre en cause la demande. Pour moi, je faisais rentrer cette consultation-là plus dans le cadre d'un travail d'équipe. C'est d'abord un espace de parole libre pour la patiente, elle s'en saisit ou pas. Et puis la fonction de psy, c'est aussi une aide à la pensée. Alors la pensée de l'institution, dans l'institution, et puis collective hein, pour la personne, et puis pour les collègues. Et notamment, ça peut répondre, entre autres, à la question, est-ce que la chirurgie répond à la demande? Parce que demander n'est pas forcément vouloir. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une patiente qui demandait une ligature de trompe parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et puis au terme de cette consultation, finalement, ce qu'elle voulait plus profondément, il y avait quelque chose de l'ordre de la transidentité, du genre. Elle voulait qu'on intervienne sur son corps, sur sa féminité. Et puis j'ai compris aussi avec ces quelques consultes de psychologie que certaines femmes avaient une impossibilité de grossesse. La majeure partie des femmes ont voilà, un sentiment naturel, c'est normal, pas pour l'instant, mais je verrai plus tard, oui, j'aurai un enfant, c'est dans l'ordre des choses. Mais pour certaines, une minorité d'entre elles, il y a une forme viscérale, organique, d'impossibilité de grossesse. Et donc, avec les collègues de la consultation d'éthique, on a pu mener une étude pour décrire les différentes la démarche éthique dans ces demandes et évaluer les motifs de ces demandes. Donc, de femmes jeunes, moins de 35 ans, majeures, sans handicap et sans problèmes médicaux majeurs. Donc, entre 2012 et 2019, 59 demandes ont été étudiées. Un quart des femmes avaient moins de 25 ans, un quart de plus de 30 ans et la moitié, grosso modo, entre 25 et 30 ans. Et plus l'âge était jeune, moins elles avaient d'enfants. Et donc on a pu évaluer les demandes. Pour environ 40% d'entre elles, c'était leur histoire personnelle qui leur faisait désirer de ne pas avoir de grossesse. Alors, histoire personnelle, c'est des violences verbales, physiques, des viols, aussi des histoires familiales compliquées, des abandons. Pour 15% d'entre elles, c'était plutôt des raisons politiques et écologiques. Alors là, je vais caricaturer un petit peu. Politique, on va dire la collapsologie. L'écologie, on va dire l'éco-anxiété. Et puis pour 8% d'entre elles, on retrouvait les causes de cette impossibilité viscérale de grossesse, ce qu'on avait nommé répulsif. Et puis vous voyez aussi que dans plus de 40% des cas, entre 36% précisément des cas, en fait les causes, les motivations sont un petit peu mélangées. Mais face à ces demandes, je veux dire 90% des professionnels n'accèdent pas en tout cas ne répondent pas favorablement à la demande
et font valoir leur clause de conscience. Alors, pour différentes raisons. En fait, parfois, l'acte chirurgical est considéré comme une mutilation. C'est une mutilation à 25 ans, ça ne l'est plus à 38 ans. Ils ont l'impression d'avoir la main forcée par la patiente. Et puis, pour certains, ils se disent il y a tellement de moyens de contraception qui existent, pourquoi aller jusqu'à la ligature de trompe? Madame, vous n'avez pas essayé le stérilet, l'implant, essayez d'abord ça, et puis on verra si ça ne vous convient pas, si on peut faire la ligature de trompe. Certains font valoir le risque opératoire, mais enfin il est très faible, je crois que c'est de l'ordre d'environ 1%, le risque opératoire. Et en fait, ce sont surtout les regrets qui sont mis en avant dans les refus des professionnels. Alors, les regrets ils seraient d'autant plus élevés que l'âge de la patiente est précoce. Mais vous voyez que, alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'études, et les taux de regret, selon les études, l'intervalle est assez grand, de 0 à 15%. Et puis finalement, on ne précise pas les regrets. Il y a une étude marocaine, justement, qui distinguait ça. C'est-à-dire on pense tous au regret. Ah, j'aimerais avoir maintenant un enfant. Mais dans cette étude marocaine, il y avait aussi les regrets par rapport à la religion. Il y avait aussi le regret par manque d'information. Ah, si j'avais su que je pouvais prendre la pilule sans œstrogène, finalement, j'aurais pris ça plutôt que faire une ligature de trompe. Et puis finalement, en écoutant ces patientes, pour elles, la question qui est posée, c'est de savoir si c'est un argument valable de ne pas réaliser quelque chose que l'on pourrait regretter. Pour elles, c'est le cas d'autres actes médicaux. C'est aussi le cas d'autres actes de la vie ordinaire. Et souvent, il y a le tatouage qui est pris en exemple. On pose ici la question de savoir si on demande aux patientes qui souhaitent un enfant si elles peuvent le regretter après. Et donc, voilà, je voulais terminer par cette diapo sur ce que pourrait être le soin, puisque nous, face à cette demande, comment on peut se positionner. Alors, je trouve que cette demande de ligature de trompe est intéressante parce qu'elle soulève plusieurs questions. Alors, on l'a vu, éthique, psychologique, la question du soin, on va y revenir. Peut-être aussi la question de l'évolution de nos sociétés, la question du corps, la réappropriation du corps, et puis peut-être également, ça soulève quelques impensés, notamment dans les refus. On entend quelques impensés, alors je saurais mal les nommer, mais quelque chose de l'ordre de l'impensé sur la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre bien s'il n'y a pas une construction d'une famille. Et peut-être aussi un impensé sur l'identité féminine. On ne peut être femme que si on est mère. Ça traîne encore. Voilà. Et puis donc la question du soin. Alors, selon l'éthique de la sollicitude, qui s'attache au rapport du soin entre soignant et soigné, aidant et aidé, le soin, c'est d'abord comprendre le sens de la souffrance du patient, derrière sa demande. C'est pas répondre à la question du bien ou du mal, ça c'est plutôt de l'ordre de la morale. Et donc c'est déterminer ce qui est important pour le patient. Ce qui ferait laisser de côté un petit peu le paternalisme médical. Et donc le soin rentrerait dans une démarche plutôt contextuelle et narrative à l'écoute de la patiente, plutôt que formelle et abstraite de l'ordre d'une éthique maximaliste ou normative. Et je mets un point d'interrogation, c'est à discuter. Je pense que cette demande donc fait soulever plusieurs questionnements intéressants. Peut-être des questions dans la salle, peut-être y répondre tout à l'heure. En tout cas, merci de votre attention. Des tas de questions vraiment importantes et intéressantes. Nous avons décidé avec Philippe de plutôt faire la discussion à la fin, ce qui nous semble plus logique. Donc je vais avoir le plaisir d'appeler Catherine à parler d'un autre sujet compliqué. Toutes ces demandes bizarres, qui nous semblent surprenantes,
des femmes toujours jeunes, mais de l'autre côté, qui voudraient des enfants en assistance médicale à la procréation. Catherine, j'ai le plaisir de te donner la parole. Merci Joël. Merci d'être là parce que c'est une question, vous allez voir, qui est complexe et qui bouscule en fait les professionnels de l'assistance médicale à la procréation à chaque fois que j'ai pu et que j'ai eu l'occasion d'en parler. Donc la nouvelle loi de bioéthique, comme vous le savez, elle a donné accès aux femmes non mariées et aux femmes en couple de pouvoir faire une demande de don de sperme. Les femmes célibataires, on les a toujours connues. C'était souvent dans la douleur, c'était souvent non voulu ou parce que l'IVG n'était pas possible. Et puis ensuite, il y a eu, après 68, je dirais, un revirement avec le besoin finalement de s'assumer soi-même et de pouvoir être une femme libre, seule, sans avoir besoin d'un homme pour l'aider. Et puis, grâce à cette nouvelle loi de bioéthique, malgré tout, toutes ces femmes qui souhaitaient un enfant, en couple ou pas, n'ont plus besoin de partir à l'étranger, n'ont plus besoin de transgresser les lois, n'ont plus besoin de se cacher. Il y a une acceptation sociétale, globalement, de ces types de nouvelles familles. Et on s'attendait à quoi ? On s'attendait à ce que les femmes qui n'avaient pas trouvé l'homme de leur vie, qui voyaient le temps passer, qui se trouvaient dans une situation de célibataire, soit encore, soit toujours, soit à nouveau, fassent une demande de don. Et donc, je dirais que notre maman solo idéale, c'était la jeune femme de 37 ans qui avait vécu, alors je caricature le trait, mais je pense que d'aucuns comprendront, qui a vécu pendant 10 ans avec son compagnon qui ne voulait pas d'enfant, qui s'est séparé parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, avec qui d'ailleurs souvent il en a fait un, et qui se retrouve toute seule à 37 ans et qui se dit non, je ne vais pas encore à nouveau attendre de rencontrer quelqu'un, de pouvoir être sûr que ce soit bien lui, que lui accepte de faire un enfant, etc. Quoi qu'il arrive, je fais cet enfant. Et d'ailleurs même, on a des patientes de cet âge qui ont un couple très récent et qui décident quand même de faire une démarche de don alors qu'elles sont en couple et que le compagnon, elles ne sont pas sûres que ce soit avec lui qu'elles fassent quelque chose ou qu'il a lui-même des enfants et il n'en veut pas. Je ne sais pas trop comment ça vit après, mais c'est l'idée. Et je regarde en fait, parce que sachez quand même que la majorité des articles ne sont en relation qu'avec des femmes entre 35 et 40 et quelques. Il n'y a rien sur les femmes jeunes qui désirent un enfant, rien de rien. Enfin, j'ai rien trouvé. Et donc, si vous voyez ces patientes, 41 ans, 38 ans, 49 ans, ce sont des mères entre 38, 45 et plus. Et pas n'importe quelle mère non plus. Il y a des journalistes, des gros salaires, un travail, je dirais, intéressant. Donc, intéressant, financièrement posé. On n'est pas du tout... c'est pas toute la population qui, en tout cas, témoigne. Peut-être qu'elles le font, mais elles ne témoignent pas. En 2012, il y avait une étude sur les femmes célibataires qui étaient des femmes célibataires, je dirais, contraintes, c'est-à-dire souvent séparées de leurs compagnons. Et donc, il y avait une étude qui montrait que ces femmes étaient des bonnes mères et que les Français reconnaissaient quand même l'existence de ces femmes seules et qu'elles n'avaient pas forcément envie de reconstruire leur vie avec quelqu'un d'autre, surtout quand elles avaient vécu des choses difficiles avant. Et finalement, ce qui était mis en évidence, c'est que c'était un peu difficile financièrement pour ces femmes de se retrouver seules avec un enfant et de travailler en plus. Alors là, j'ai regardé, j'ai trouvé une femme de 43 ans ou 45 ans qui, en fait, déclare qu'elle a eu un enfant tardivement avec son conjoint, enfant voulu. Ils se sont séparés au bout de 3 ans. Femme qui avait un bon job, qui avait des études, qui travaillait bien, un appartement, qui vivait à Paris, bourgeois, tout à fait classique, et qui s'est retrouvée seule avec son enfant et qui dit finalement c'est l'enfer, j'ai plus de sous, je ne sais plus comment m'organiser, je travaille. Le boulot, ils sont très contents que je sois maman, mais c'est mon problème, c'est pas leur, donc il faut que je sois présent, etc., etc. Donc voilà, alors je me suis posé la question, je me dis, est-ce que c'est parce que cette femme a subi cette séparation solo qu'elle le vit de cette façon, ou est-ce que c'est des risques quand même que chaque femme seule peut prendre en compte ? Si vous discutez avec maman solo, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a pas de... tout se passe très très bien. Donc je
je ne sais pas un jugement, hein, c'est juste des questions que je pose parce que ça m'interpelle un peu. Alors, pour vous donner un peu les situations, j'ai choisi 3 patientes. La première patiente, c'est une jeune femme de 24 ans qui est d'origine africaine, qui travaille, qui n'a jamais eu de relation sexuelle ni avec un homme ni avec une femme, qui vit chez ses parents. D'ailleurs, sa mère l'accompagne à cette consultation. Elle a une obésité, une spaniomanorrhée, des signes d'hyperandrogénie. Ça ressemble pas mal à un ovaire polykystique. Et elle a un désir d'enfant solo parce qu'elle a toujours eu, me dit-elle, elle a toujours eu envie d'avoir des enfants depuis qu'elle est née. Et donc, première question. Deuxième patiente, c'est une femme de 25 ans qui est canadienne, hein, qui a fait ses études en France. Donc, elle vient d'avoir son Master 2. Elle a eu une bourse pour faire un doctorat en France sur 3 ans. Elle est séparée de son copain, mais ce n'est pas la question, vous verrez. Et elle vit en colocation. Sa famille est au Canada. Elle a même une sœur jumelle qui vit là-bas. C'est une femme mince, sans problème particulier physique. En tout cas, elle m'annonce qu'elle a des troubles de l'attention et qu'elle est sous Contesta. Et elle a un désir d'enfant solo parce que sa mère est malade et que dans les 3 ans, elle doit décéder. Et qu'elle veut rendre sa mère grand-mère avant son décès. Et donc, elle n'a pas le temps de trouver quelqu'un pour le faire. Et puis, la dernière dame, c'est une jeune femme de 27 ans qui est autonome. Elle est secrétaire médicale. Elle a un enfant de 15 mois dont le père est parti à 3 mois de grossesse et n'a pas reconnu sa grossesse. Son enfant, en tout cas. Elle a un désir d'enfant. Elle veut un deuxième enfant avec un don de sperme parce qu'elle souhaiterait qu'il n'y ait pas trop de différence d'âge entre les 2 enfants. Et finalement, elle me dit, finalement, ils auront la même histoire, hein, ils n'auront pas de père. Et puis, de toute façon, je ne veux plus d'hommes dans ma vie, c'est fini ces histoires insupportables, j'ai plus confiance, etc. Donc, ces 3 patients me posent quand même des questions parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, le désir d'enfant, est-ce qu'il y a des bonnes, est-ce qu'il y a des mauvaises raisons? Donc, on dit qu'il n'y a jamais vraiment de bonnes raisons. Hein. Si on demandait à chacun d'entre nous dans la salle pourquoi vous avez fait des enfants, je pense que ce serait divers et varié et ça n'a pas forcément de bonnes ou de mauvaises raisons. Et probablement, en plus, ça vient de très loin, notre histoire familiale à nous. Pour les femmes solo, souvent, c'est le fait de gérer ses choix, de ne pas s'encombrer d'un homme et d'avoir, pour certaines, la charge mentale supplémentaire d'un homme. Pas de conditionner sa vie d'envie d'enfant à une personne ou à une relation amoureuse. Pas envie d'attendre de rencontrer quelqu'un, de se faire confiance, etc. Que c'est relativement réducteur d'attendre une relation amoureuse qui fonctionne pour avoir envie d'un enfant, surtout si celui-là n'en veut pas. Donc ça mettrait la relation amoureuse à mal. Et puis finalement, très heureuse d'être célibataire et aucune envie de se remettre en couple. Ça, c'est quand même souvent ce qui se présente. Et puis, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est pourquoi avoir un bébé en solo, ça doit être un choix par défaut. C'est un choix volontaire. C'est une démarche qui commence tard parce qu'on est âgé, mais non, on pourrait le faire beaucoup plus jeune. Et puis, il y a des cliniques belges, effectivement, qui refusent les patientes avant. Alors, ça va, vous verrez, entre 25 et 29 ans. Et donc, il y a quelque chose de... Voilà, je me sens prête, je suis prête à faire un enfant, et tout va bien, je suis heureuse, j'ai besoin de personne, avec parfois des situations qui peuvent être difficilement vécues. Alors, ces demandes-là, est-ce que c'est une discrimination de ma part de me poser la question si c'est une demande légitime, ce ne serait peut-être pas le mot, mais en tout cas justifiée. Donc, on peut se poser la question sur cette discrimination-là. Et être discriminé, ça signifie que la patiente se voit refuser un traitement sur la base de critères éthiquement non pertinents. Alors, qu'est-ce que c'est que des critères pertinents? Ça, c'est aussi une autre question. Et puis, ça, je reprends un peu des idées de Guido Pennings qui finalement dit une situation lambda à un moment lambda, ça va changer dans le temps. C'est-à-dire que la patiente, elle est seule, mais elle va peut-être rencontrer quelqu'un et avoir une situation stable. Et à l'inverse, le couple, on n'a jamais regardé un couple en se disant est-ce que s'ils se séparent, ça ferait des parents solos convenables?
Donc finalement, effectivement, il y a cette idée que finalement, c'est pas figé dans le temps. Et puis, il y a parfois des enfants qui naissent dans des familles ou avec une femme et qui va permettre à cette femme de s'épanouir et de prendre un peu de confiance en elle, même si finalement, on ne fait pas un enfant pour aller mieux. Alors, le questionnaire de Belgique, Bruno Pénix m'en avait donné quelques informations, mais ceci étant, ce qu'il a mis, ce sont vraiment des choses qui comptent dans la majorité des centres belges. Donc d'avoir moins de 25 ans ou plus, hein, de vivre de manière indépendante, de ne pas vivre chez ses parents, d'avoir déjà eu une relation à long terme avec quelqu'un, d'avoir un emploi, un réseau social étendu. Alors je ne sais pas comment on fait pour savoir que quelqu'un a un réseau social étendu. Ne pas avoir de retard mental, ne pas avoir de maladie qui pourrait mettre sa vie en danger maintenant ou plus tard. Et quand vous discutez quand même avec certaines équipes de Belgique, par exemple, le centre de Liège ne fait pas de questionnaire, ils reçoivent les patientes, mais sur leur site, ils écrivent très clairement, donc je vous ai mis, j'ai un peu raccourci, mais je vous ai mis ce qu'ils mettent sur leur site, qu'il y a une écoute à 4 oreilles avec une psychologue, et que ce qui est noté, je trouve ça très bien, il nous semble en effet capital que le médecin concerné soit à l'aise avec l'acte qu'il posera. Donc c'est dit très clairement sur le site qu'il y a quand même un questionnement entre le gynécologue et le psychologue, et ce n'est pas une question de jugement, c'est juste une question aussi d'éthique personnelle, de valeurs, de sentiments par rapport à ce qu'il va faire. Alors, quand on reprend quelques anciennes publications, donc comme je vous ai dit, j'ai rien sur les femmes jeunes, hein, donc je peux vous parler que des femmes d'un certain âge. Donc les attributs qui sont ressortis sur une étude de Bock en 2000, donc ça date quand même un peu, c'était l'âge entre mi-trentaine et début quarantaine, le sens des responsabilités, donc on peut discuter si on a plus de sens de responsabilité à 35 ans qu'à 25 ans, je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça, la maturité émotionnelle et la sécurité financière. Dans la littérature, en fait, ça ressort aussi, hein, il y a encore une étude qui montre les ressources parentales, la santé mentale des parents, mais on ne parle pas tellement de l'âge, hein, des parents. Et puis Colombok qui avait vraiment mis en évidence qu'il n'y avait pas de différence dans l'évolution des femmes et des enfants suite à des naissances de mamans solo, dit quand même, et je tenais à le dire, que les résultats de son étude ne montrent pas que les pères sont sans importance, mais qu'on peut évoluer sans père. Voilà. Donc ça, c'était important. Et puis, elle parle de sensibilité aussi dans ses études, et il faut une sorte d'études sur la façon dont les patients répondent à la demande de l'enfant, et il montre qu'il y aurait une différence, c'est-à-dire que les mamans solo seraient moins sensibles que les mères, que les mamans en couple, bien que la différence soit très peu différente, et je ne sais pas finalement ce que ça change et ce que ça veut dire dans le fond. En tout cas, en ce qui concerne les résultats à long terme, et là il y a une étude qui a été sortie pour les enfants, les ados, les jeunes adultes, et ben, le plus important en fait c'est la qualité de la relation et la qualité de la famille, et ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait un couple ou pas. Mais là, il y a une dernière étude qui est sortie en 2022 sur les parents solo, donc père solo ou mère solo. Et vous voyez que l'âge, c'est quand même 44 ans d'âge moyen et 47 ans pour les hommes. Donc on n'est pas du tout dans ce que je viens de vous parler. Donc est-ce que l'âge est un critère ? Il y a déjà eu une étude en 2006 qui mettait en évidence quand même qu'il était important dans les études de bien-être, d'évolution des femmes et des enfants, de prendre en compte l'âge chronologique des mères. Je n'ai pas vraiment le sentiment que ça a été fait dans les études qui ont suivi après. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. On se retrouve dans des situations où la loi nous permet de prendre en charge ces patientes. Elles ont leur autonomie, leur leur, leur libre arbitre pour choisir cette situation.
On a qu'est-ce qu'on va faire chez ces patientes si finalement on ne les prend pas en charge? Qu'est-ce qui va se passer si on les prend en charge? Et est-ce qu'on est juste ou est-ce qu'on est injuste à les prendre en charge ou à ne pas les prendre en charge par rapport à elles-mêmes, par rapport à nous et par rapport à la société? Très difficile de prendre des décisions comme ça. J'ai peu de littérature, comme vous voyez, pour m'appuyer sur quoi que ce soit. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle l'éthique au quotidien. Donc, c'est Cécile Boly qui a mis ça en place, c'est-à-dire une éthique concrète qui va essayer d'interroger, d'interpeller les manières de faire, les manières d'être, de façon très concrète. Et le travail, on le fait en équipe avec nos secrétaires, nos aides-soignantes, nos sages-femmes, avec toute l'équipe, et on pose la question et on pose la situation. Ça nous permet de réfléchir, de prendre le temps et de sortir avec certaines propositions. Donc pour vous la faire très courte, on fait d'abord le récit de l'histoire singulière. Donc c'est pas des choses génériques, c'est vraiment l'histoire d'une patiente dans sa singularité. Et là, en l'occurrence, c'était la première patiente qu'on avait présentée dans un comité de ce type. On laisse les gens faire leur choix spontanément, comment ils réagissent à cette situation, là, comme ça, tout de suite, dans l'instant, dans l'émotion. Ensuite, on va ensemble identifier le questionnement éthique et puis on va mettre les gens en groupe pour qu'ils puissent, je dirais, dérouler 3 scénarios avec ces principes d'autonomie, de justice, de malfaisance et de non-malfaisance et de bienveillance à tout niveau, pour la patiente, pour l'équipe, pour la société, et choisir comme ça 3 niveaux de scénarios, puis se décider ensemble pour en choisir un. Il y a une synthèse en grand groupe, chaque groupe va donner son résultat, et puis on va restituer tout ça à l'ensemble, essayer de faire une synthèse et voir finalement quelle est l'orientation qui est privilégiée. Donc on peut arriver sur un consensus qui soit vrai, où finalement tout le monde est d'accord et tout le monde s'est orienté vers quelque chose qui semble être assez semblable. On peut arriver à un compromis vrai, où parfois il y a 1 ou 2 équipes qui vont proposer d'autres situations ou d'autres scénarios, mais on va réussir à trouver un compromis positif dans les 2 sens. Et puis parfois, évidemment, on a des dissensus. Pour l'instant, on a fait 3 ou 4 séances de ce type, pas que pour ces femmes-là, et globalement, on est toujours arrivé à un consensus. Ça ne va pas se substituer à la décision médicale, mais ça va nous permettre en tout cas d'y réfléchir autrement, et ça va surtout nous permettre de pouvoir poser des choses. Et pour cette première patiente, eh bien finalement, on a décidé que peut-être on allait la prendre en charge aussi psychologiquement, qu'on allait peut-être lui faire perdre du poids, lui redonner un peu confiance en elle, et puis donner du temps au temps. Il n'y avait pas d'urgence finalement à répondre à la demande, il n'y a pas d'urgence à dire non, il n'y a pas d'urgence à dire oui non plus. Et donc on peut prendre le temps pour que cette patiente puisse évoluer dans son questionnement. Voilà, et je voulais terminer sur le fait que c'est difficile et on est confronté à des situations qui sont parfois complexes, pour lesquelles on a toujours peur, soit de discriminer, soit d'être injuste, soit d'être malveillant vis-à-vis de nos patients. Et c'est important qu'on puisse avoir ce type de réunion, ici en grande réunion ou en petit comité dans nos services, pour pouvoir discuter, partager ces situations. Merci de votre attention. Merci à toi, Catherine, d'avoir posé les questions sans nous imposer une réponse moralisatrice. On va en discuter. Oui, merci Catherine. Et nous sommes ravis d'accueillir Gérard Dabouy, qui est oncologue, professeur émérite, et qui pratique l'éthique clinique de façon régulière, et qui va sûrement nous éclairer sur ces questions. On voit bien que le gynécologue est face à des situations très antagonistes au même âge et travaille sans filet d'une certaine façon. Merci, bonjour à tous. Et donc les organisateurs de cette session m'ont demandé de partager avec vous une réflexion éthique sur ces nouvelles demandes de femmes ou de couples, ces nouvelles demandes qui vous interpellent et qui interrogent. Alors, je ne suis pas gynécologue obstétricien, je suis l'ancien chef de service d'oncologie médicale du CHU de Nantes, et c'est la confrontation à la mort de nombreux patients qui m'avait conduit à
m'interroger sur mes pratiques, ce qui m'a conduit à ma formation à l'éthique clinique. En 2009, au CHU de Nantes, s'est instituée une consultation d'éthique clinique et en 2014, avec Philippe David, à la clinique Jules Verne, on a mis en place un centre d'éthique clinique qui comporte bien sûr la consultation, une formation à l'éthique, une formation originale et également une démarche de recherche en éthique clinique. Alors je voudrais inscrire ces nouvelles demandes dans ce que l'on peut appeler la révolution bioéthique, ou de façon plus pondérée, et j'emprunte ce mot à Denis Berthiaud, qui est le juriste aussi du centre de Jules Verne, le virage bioéthique. Un virage bioéthique, et montrer ce virage bioéthique à travers trois chocs. Le choc des vouloirs, le choc des détresses et le choc des pouvoirs. Alors bien sûr, 3 points sont à souligner, et ça a déjà été souligné. Il s'agit avant tout d'histoire de vie, de récit de vie. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Platon, dans sa République, disait, en parlant d'éthique, c'est une métaphysique de la boue, du poil et de la crasse, traduisant ainsi les chemins tortueux de la vie. Ni blanc ni noir, mais surtout du gris. Je voudrais vous dire aussi qu'au CHU comme à Jules Verne, on raisonne à partir des principes de bioéthique. Ces principes de bioéthique qui, des fois, nous agacent parce qu'ils sont parfois un peu rigides, mais on y revient toujours. On y revient toujours parce qu'ils sont simples, ils sont compréhensibles et ce ne sont que des outils. Et les outils, avec l'expérience, on les affine. Alors, qu'est-ce que ces outils nous disent par rapport à ces nouvelles demandes? Alors, je voudrais prendre deux petites lectures très simples. C'est une jeune femme de 23 ans, depuis 5 ans environ, et après s'être documentée sur la réalisation d'une contraception définitive, Madame L s'est vue opposer de nombreux refus, médecin généraliste et gynécologue. Elle nous dit d'emblée, lorsque nous la rencontrons, qu'elle poursuivra sa quête jusqu'à Paris s'il le faut. Elle nous dit, c'est incroyable, on ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre corps, et elle a bien réfléchi, et elle s'étonne par ailleurs que l'on peut faire des enfants et ne pas s'en occuper. Elle ne veut pas d'enfants, et elle ne veut pas s'en occuper. Ses motivations sont avant tout, elle n'aime pas les enfants, je ne me suis jamais attendrie devant un nourrisson, il faut pour cela du temps et de l'argent, je n'ai pas de temps et je n'ai pas d'argent pour cela. Elle reste bien sûr inquiète, comme l'a montré Maxime, devant l'avenir économique du monde. Elle s'inquiète également du climat, mais ce n'est pas sa raison profonde. Et puis bien sûr, le développement démographique. Elle n'est pas en couple, mais elle a eu 2 compagnons, et les motifs de séparation, ça a été à chaque fois que le compagnon a demandé un enfant, pof, il a été mis dehors. Donc, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas s'embêter avec les méthodes de contraception temporaire. En cas de grossesse, elle ferait une IVG. La deuxième histoire aussi, toujours dans ce choc des vouloirs, c'est l'histoire de Madame S, qui est une ingénieure dans une usine d'armement, spécialiste des sous-marins. Elle nous dit « Je suis une femme genrée de 28 ans, nullipare et déjà ligaturée par clip. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, non pas par rapport à mon non-désir d'enfant, cette question est déjà réglée, je souhaite réaliser une hystérectomie. D'aucuns pourraient considérer cet acte comme une mutilation, tandis que pour moi, c'est un acte de soin. En effet, mes menstruations représentent un obstacle à ma vie tel que je l'entends, douleur, inconfort. Vous pourriez me dire que la question pourrait être résolue par une pilule coupant les règles ou des médicaments, mais je n'en veux pas. Pas prendre le risque d'hormones pour cela. Quant à mes douleurs, j'ai du mal à admettre
qu'il faille prendre des médicaments pour faire passer un mal lié à un organe qui ne me sert aucunement. Pour faire un parallèle avec mon métier, lorsqu'un équipement présent, n'ayant aucune utilité pour le fonctionnement d'ensemble du système, et cela génère des anomalies de fonctionnement sur l'ensemble du système, la question est brièvement répondue, on le supprime. J'ai compris au cours des discussions que j'ai pu avoir avec les professionnels qu'il fallait balancer le risque opératoire par rapport aux bénéfices, bien sûr. Si je pouvais faire don de mon utérus à quelqu'un qui puisse en bénéficier, cela ne me dérangerait pas, bien au contraire. Au même titre que les personnes ayant le désir de changer de sexe, je souhaite l'hystérectomie, l'ablation de mon utérus. Pour finir, je souhaiterais indiquer que cette volonté de supprimer mes menstruations est présente et mûrie depuis plusieurs années. Quoi qu'il arrive, si votre décision était négative, je souhaite que vous sachiez que je n'arrêterai pas les démarches pour autant. Cet acte est clairement un soin et représente pour moi la possibilité de me réapproprier mon corps et ainsi de me libérer des contraintes que j'ai actuellement. Je pense pouvoir dire avec certitude que je suis une personne réfléchie, responsable, sûre de mes choix, que mon jugement n'a été altéré par quiconque, ma volonté, ma liberté, mon choix. On voit bien que ces deux récits nous ramènent au principe d'autonomie, et ce principe d'autonomie recentre la décision médicale sur la décision du patient. C'est un pilier de l'éthique médicale depuis que ses bases ont été fondées et portées à Nuremberg. Toute demande est légitime et toute demande doit être entendue. Toute demande correspond à une histoire de vie, à un récit. Il est nécessaire de garantir à chaque individu le pouvoir de décider au nom d'une présomption d'autonomie et la certitude du respect de la décision tant qu'elle est dans la légalité. Ce principe est quand même le plus protégé depuis la Révolution française. La liberté de décision rencontre celle de l'autre. Volonté citoyenne, volonté médicale. Il ne faut pas voir dans cette opposition, cette affirmation, un constat d'appropriation, mais plutôt l'aveu d'une réalité qui devra pousser la conciliation ou au minimum à la compréhension de l'autre. Pour évoquer le deuxième choc, le choc des détresses, je voudrais faire référence aux demandes d'interruption de grossesse et interroger le principe de non-malfaisance. Ce principe est fondamental et il structure les professions médicales et soignantes. C'est sur ce principe que se fonde la presque impossibilité structurelle à provoquer la mort sur simple demande du malade en dehors d'un contexte de douleur insurmontable. Il conduit souvent à ne pas agir par peur de nuire. Je voudrais prendre le récit de Madame B. Madame B est une femme de 21 ans. Elle a donné naissance en janvier d'une année à un petit garçon, Enzo. Il a 8 mois. Elle a appris le 14 septembre de la même année qu'elle était enceinte à la suite d'un test biologique demandé par son médecin traitant car elle était fatiguée. Elle va dans un premier CIVG le 15 septembre pour une IVG et elle apprend que la gestation est entre 14 et 15 semaines. C'est avant 2023. On lui propose d'aller à l'étranger pour une IMG, mais elle se sent non entendue et va se rendre dans un autre CIVG, où elle est reçue le 19 septembre. Elle est prise en charge dans le cadre d'une possible IMG pour raison maternelle. Et donc, elle va voir le pédopsychiatre, le médecin orthogynéiste, la conseillère, un gynécologue obstétricien. Et une décision sera prise le 11 octobre. Elle sera alors à la 18e semaine. Dans cette gestation, il faut noter 2 éléments dans l'histoire de la vie de Madame B. Du fait d'un syndrome d'ovaire polykystique, les règles sont très irrégulières, avec des périodes longues sans règles.
Le deuxième point, c'est que lorsqu'elle avait 15 ans, il lui avait été notifié que, du fait de son syndrome ovarien, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et cette annonce avait revêtu pour elle une grande violence, comme une impossibilité à s'épanouir comme femme. Aucun homme n'aura envie de moi sans enfant. Cette violence l'a conduite à des violences vis-à-vis d'elle-même, à la rencontre d'hommes violents. Elle s'est un petit peu détruite et s'est dévalorisée. Elle n'a plus de relation avec le père de son premier enfant. Cependant, aujourd'hui, elle nous précise qu'elle a de l'ambition pour Enzo, son fils qui a 8 mois. Enzo lui a sauvé la vie. Elle précise qu'elle est redevable vis-à-vis de Enzo. Elle a de l'ambition, elle est en train de s'en sortir, elle va intégrer un nouveau logement, elle suit une formation de négociatrice. Sa grossesse actuelle est due à un passage alcoolisé. Pour elle, c'est une erreur. C'est la première fois qu'elle laissait son fils Enzo. Cette grossesse est un cancer. Je n'en veux pas, c'est de la merde. Le temps passe, ça commence à bouger, ça devient très compliqué. Je fais tout pour ne pas y penser. Elle pleure. J'enrage de changer la vie pour vous, pour Enzo. Je veux m'en construire mon avenir. J'ai 21 ans et plein de projets. J'enrage de le faire. Je veux avorter. Je suis impulsive. Je peux lui mettre un couteau dans le ventre. Je suis toute seule. Je ne m'en suis pas aperçue. Je dois encore à Enzo une vie de bonheur. Dans ma tête, c'est inconcevable. Je me saoule. Un jour, je pourrais peut-être avoir d'autres enfants. Je ne l'aime pas. Je n'en veux pas. J'ai une tumeur dans le bide. C'est ravageur, destructeur, un cancer. Ma meilleure amie me mettra des coups de poing dans le ventre au besoin. Alors, je reviens à ce principe de non-malfaisance. Ce principe, on pense le connaître, mais il suscite de nombreuses interrogations. La première interrogation, c'est de quelle malfaisance s'agit-il et envers qui? La patiente, les soignants, la famille, la société. Et je voudrais vous rappeler que la confusion reste encore fréquente. Il doit être admis que le titulaire de ce droit à la non-malfaisance est le patient. Et uniquement le patient. C'est à lui et à personne d'autre que l'on doit, au sens même de l'obligation morale, ne pas être malfaisant. Jamais la malfaisance faite aux soignants ou à la profession médicale ne doit être mise sur le même rang que la malfaisance faite aux patients. Dans ce choc des détresses, le droit est menacé par une insuffisance de moyens, une insuffisance de formation, une insuffisance de prise en charge. L'interruption de grossesse est un droit qu'il faudra toujours défendre et vous êtes en première ligne. Les soignants sont de moins en moins nombreux et ceux qui s'affichent contre, eux, sont de plus en plus nombreux. L'interruption de grossesse dans le monde a fait l'objet d'un colloque dernièrement organisé par Action Santé Femmes au Sénat. Et de ce colloque, il s'ensuivait une grande tristesse sur un constat affligeant. Dans ce cadre, l'interruption de grossesse convoque une très grande part d'humanité et à ce titre peut avoir peut-être sa place dans la Constitution. Troisième choc, le choc des pouvoirs. Sur mon corps, c'est la PMA. Sur ma vie, c'est la fin de vie. On n'en parlera pas. Je voudrais vous raconter ce petit récit. C'est l'histoire d'un couple. Madame L, 35 ans, Monsieur L, 40 ans. Ils sont mariés depuis 8 ans. Ils sont d'origine irlandaise. Ils sont en France depuis 2 à 3 ans. Ils n'ont pas eu de rapport sexuel depuis leur mariage. Ils n'en souhaitent pas. Leur amour s'exprimant par l'affection et la tendresse. Lui, monsieur, est pasteur. Il n'a pas de problème d'érection. Ça marche bien de ce côté-là. Madame L, également, donne des cours d'anglais. Tout va bien. Et ils expriment un désir de grossesse depuis 3-4 ans, lors de la consultation. Et l'examen de Madame L est tout à fait normal, et l'examen de monsieur aussi. Le bilan hormonal de l'un et de l'autre le bilan hormonal de Madame L est normal, le spermogramme de monsieur est un petit peu faible, mais bon, il est considéré comme normal. Et donc la question qui va se poser, c'est
doit-on les prendre en AMP? Cette demande veut simplement illustrer le principe de bienfaisance porté par un sentiment d'amélioration de ce qui existe, en dépassant bien sûr le principe de non-malfaisance. On parle alors de la balance bienfaisance-non-malfaisance. Si le patient exprime clairement ce qui est bien pour lui, il est possible de considérer le principe de bienfaisance comme fondateur de la décision éthique et ne saurait être écarté sous prétexte d'une non-malfaisance possible. Le principe de bienfaisance vient par ailleurs renforcer le principe d'autonomie. Alors on ne va pas discuter le principe de justice parce que le temps imparti se termine. Pour conclure, je voudrais dire que l'expérience montre, et vous l'avez montré, que c'est en écoutant un récit, une histoire de vie de ces patients, que les différentes alternatives sont mieux entendues et ouvrent des possibles. Par ailleurs, il existe des outils pour faciliter les échanges et les discussions. Il ne s'agit pas d'avoir une vision béate de l'humain, mais tout simplement partir d'un sentiment de confiance. Mais me direz-vous, l'éthique peut-elle s'embarrasser de sentiments? Je le revendique, au nom de l'humanité, que l'éthique doit porter. Je vous remercie. Merci infiniment. On n'avait pas envie que vous arrêtiez, vous savez. Franchement, c'était trop bien. Avant qu'on ne lance la discussion, j'use de mon droit de co-modérateur pour rappeler à tout le monde qu'il y a à l'entrée des salles une affiche que, si vous en êtes d'accord, nous vous invitons à signer la pétition que le Collège des gynéco-obstétriciens, le Collège des sages-femmes, la Fédération nationale des collèges des gynécomèdes, avec l'aide d'Action, plutôt à l'aide, le soutien d'Action Santé Femmes, ont mis en ligne pour le soutien pour les femmes iraniennes. Si vous le voulez bien, ça n'a peut-être pas été assez évident, mais à chaque entrée de chaque salle, il y a un code, vous le scannez et vous signez. À part ça, revenons à la discussion. Le micro portable pour Israël, c'est bon? Merci pour d'abord Philippe d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, parce que nos disciplines sont de plus en plus techniques et finalement ce qui est le plus intéressant dans notre métier, c'est le sens qu'on donne à l'usage de toutes ces techniques. On est dans une pente actuellement d'augmentation de l'autonomie des personnes que nous soignons. On est sorti du paternalisme que nous avions appris sur les bancs de la médecine, qui est désormais proscrit, pour laisser de plus en plus de place à l'autonomie des personnes, parfois même au détriment d'un grand principe éthique de notre pays qui est isolé dans le monde, qui est que nous ne sommes pas propriétaires de nos corps, nous ne sommes qu'usufruitiers de nos corps. Ce qui choque les Américains, ce qui choque les Anglais, mais on a ce principe-là dans notre culture et dans notre histoire. Cette augmentation de l'autonomie des personnes, dans les 3 topos qui ont été faits, montre que nous, les médecins qui détenons la technique et qui sommes confrontés aux demandes des patientes, nous sommes en problématique d'exercer notre propre autonomie. Or, si la patiente peut avoir une autonomie, cette autonomie n'est garantie que par l'autonomie du médecin qu'elle rencontre. Si elle rencontre un médecin qui, par exemple, aurait l'ordre d'un dictateur de ne pas accepter la demande, eh bien, l'autonomie de la patiente ne serait pas garantie. Je pense que nous avons aussi à faire valoir notre autonomie sous la forme de la clause de conscience, et je crois qu'il ne faut pas la critiquer quand un médecin dit à quelqu'un qui a 20 ans, qui demande une stérilisation tubaire, ben moi je ne peux pas le faire. Je pense qu'il est tout aussi moralement acceptable de faire valoir son autonomie en disant « je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire un avortement au-delà de tant de semaines » ou dans votre cas, je ne peux pas accéder à votre demande parce que c'est, j'allais dire, l'honneur de nos professions
que de faire valoir notre sensibilité dans l'éthique. Ce n'est pas humiliant d'être amené à dire mon autonomie, mon histoire, ce que j'ai vécu en tant que médecin ou sage-femme m'empêche de répondre à votre demande. Et donc je crois qu'il faudra qu'on apprenne aux médecins, et je vois dans les staffs, il m'arrive assez souvent de dire je te conseille d'être capable de dire non à cette demande. Tu ne la sens pas, c'est une demande qui te paraît prohibitive, elle est prohibitive pour toi, signale-le à la patiente en tout honneur, mais je voudrais vraiment rajouter que l'autonomie des patientes qui va grandissante, qui va devenir totale, et c'est peut-être une bonne chose, elle doit rencontrer l'autonomie des soignants, auxquels on ne peut pas demander de faire une hystérectomie à une femme de 20 ans si on n'est pas complètement d'accord avec sa demande, et peut-être passer la main assez rapidement dans ces cas-là. Je rejoins complètement le respect mutuel que nous demandons dans les relations médecin-patient désormais. Tout doit être mutuel. Oui, moi j'adhère aussi complètement. Une réponse rapide, il ne faut pas passer du paternalisme médical au consumérisme médical sans autonomie du médecin, effectivement. Oui, merci beaucoup à tous les trois. C'était extrêmement complémentaire et très plaisant de vous entendre. Je voudrais rebondir sur ce que disait Israël, parce que ça m'évoquait une structure qu'on avait montée dans le service à Saint-Vincent-de-Paul dans les années 90, qui ne s'appelait pas Girafe, mais GRAD, ce qui était le groupe de recherche et d'aide à la décision, monté par Jacques Chavignier, dont plus personne ne connaît le nom, ou presque. Et c'était une structure pour répondre à des demandes qui dérangeaient dans le diagnostic anténatal débutant ou dans l'AMP qui débutait également. Et pour poursuivre ce que tu disais, avec lequel je suis en accord complet, il y avait néanmoins un petit hic qui a poussé Jacques Chavignier à créer ce groupe, qui était, quand on travaille dans une structure hospitalière, il n'y a pas la décision d'un individu. Pour qu'il n'y ait pas de dérangement dans l'équipe, lequel dérangement va ultérieurement perturber le fonctionnement et retentir sur les patientes d'après si on a pris une décision qui dérange, eh bien, cette structure avait été créée avec un représentant de toutes les professions de l'hôpital, de façon à débattre. Alors, on ne parlait pas à ce moment-là de principe d'autonomie, compétence, justice, bienfaisance, non-malfaisance, mais c'était quand même relativement identique. Les arguments étaient échangés, et face à une demande d'interruption qui ne pouvait pas être réglée au staff anténatal, ou bien à une demande d'AMP, c'était, j'ai le souvenir parce que c'est mon domaine, du moment où on essayait de prendre en charge les jeunes adultes avec une espérance de vie limitée qui avait la mucoviscidose, et donc dans le service, il y avait des pédiatres qui disaient c'est pas possible de faire ça et de créer un enfant potentiellement orphelin. D'autres disaient autre chose. Et à partir du moment où une décision avait été prise, on demandait que l'ensemble des soignants, peut-être avec un évitement de personnes si quelqu'un n'était pas d'accord pour un acte, un technicien de laboratoire disant moi je peux pas préparer l'embryon pour le transfert parce que là je suis pas d'accord, parce qu'elle est jaune à pois rouge ou parce que ci ou parce que ça. Mais il y avait la nécessité d'une décision collective pour qu'ensuite, tout le monde ayant décidé, eh bien, tout le monde devait l'appliquer, parce que sinon, c'est ingérable. Merci. Merci beaucoup pour cette table ronde, parce que ce sont vraiment des problématiques. Enfin, je travaille au planning familial au Luxembourg, et c'est vraiment de la problématique de tous les jours. Aussi bien les demandes de grossesse maman solo, aussi bien que les demandes de contraception définitive qui sont totalement épidémiques chez des femmes très jeunes. Et on est, enfin moi je me sens un peu démunie pour savoir quoi penser face à ces demandes. Donc je n'ai pas d'éléments de pensée. Alors ma question en fait, c'est pour Gérard Dabouy. En fait, c'est le principe d'autonomie par rapport à ce que je ressens comme en fait un fait social. Voilà, un fait social, c'est-à-dire un environnement qui pousse la personne à un comportement, et donc la personne va, par exemple, face aux difficultés économiques ou à l'éco-anxiété, la réponse de l'environnement, c'est tu peux te faire stériliser. Voilà, moi je ressens ça un peu comme ça. C'est quoi l'autonomie d'une personne, en plus avec un capital économique réduit, ce qui est le cas de beaucoup de mes patientes.
C'est quoi l'autonomie de cette personne-là qui, bon, peut-être, oui, elle voudrait bien un enfant, mais en fin de compte, l'environnement de société l'emmène. En fait, je dis, c'est comme dans le métro un jour de grève. Finalement, on ne va pas où on veut, mais on y va quand même. Et où est la part d'autonomie? Et pour la maman solo, c'est pareil. Puis il y a un truc un peu discriminant, je trouve, dans la maman solo. Finalement, c'est quelque chose qu'on va proposer plutôt aux personnes bourgeoises, les personnes en situation économique tendue. Oui, c'est pas qu'on va leur refuser, mais elles n'auront pas cette demande parce que dans leur tête, elles se disent, de toute façon, j'ai pas les moyens, paf, je vais passer dans la stérilisation. Je... Pardon, si je peux me permettre, pour les femmes solo, d'abord en France, c'est pris en charge à 100% le traitement, ce qui n'est peut-être pas le cas en Luxembourg. C'est le seul pays au monde. Nous sommes le seul pays au monde comme ça. Et ensuite, non, puisque cette femme secrétaire médicale, enfin une secrétaire médicale, ne gagne pas quand même des fortunes, qui a déjà un enfant de 15 mois, veut un deuxième enfant. Donc, je ne sais pas véritablement jusqu'où la réflexion par rapport à l'économie, à la prise en charge de ces enfants fonctionne. Est-ce que c'est aussi parce qu'on a des aides et qu'elles pensent qu'elles vont s'en sortir comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question ne se pose pas forcément toujours, en tout cas chez nous. Oui, merci. Je voulais dire que dans l'autonomie, on ne peut pas remettre en cause l'autonomie d'une personne. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une demande qu'on doit automatiquement accepter cette demande. Au contraire, c'est dans le dialogue, c'est dans l'écoute, c'est dans les échanges que la solution va venir. Dans l'éthique clinique, on est un petit peu prétentieux, on parle d'une maïeutique. Une maïeutique, c'est parce que c'est un peu la maison de naissance où on est implanté, c'est faire accoucher la pensée de l'autre, accoucher sa propre pensée et non pas notre pensée à nous. On a vu aussi dans les contraceptions définitives que certaines personnes avaient dit je vais attendre. Ou une autre, je me souviens, pour une vasectomie, elle dit je sais que c'est possible, je vais attendre. Donc voilà, mais remettre en cause l'autonomie d'une personne, c'est difficile. Une femme qui a 25 ans, qui est enceinte, on ne lui pose pas la question est-ce qu'elle est autonome pour avoir son enfant. Mais encore une fois, toute demande est légitime. C'est dans l'échange, et ça renforce justement le métier de médecin. C'est ça, de dire voilà ce que je peux répondre à votre demande, voilà comment on pourra essayer de faire. Et qu'il y a, comme l'a dit Israël, dans l'éthique, c'est un conflit de valeurs, mais il n'y a pas une valeur supérieure à une autre. Encore une fois, c'est gris-gris, c'est pas blanc et noir. Ah oui, du coup, de la société. Pour avoir mis en place des systèmes de réflexion éthique, je voudrais juste vous dire ma crainte que la formation sciences humaines, philo, et capacité d'aligner 3 idées l'une derrière l'autre me semble diminuer au fil des années. Je le dis parce que sur les femmes en dépassement de délai pour l'IVG, j'avais institué une discussion au staff. Et la première réaction collective des collègues à qui on disait on n'est pas juste là pour dire elle est à 14,5 ou à 15 ou à 16, mais on est là pour étudier le dossier et en parler au plan éthique, était négative. Après, une fois que c'est rentré dans les mœurs, les gens s'habituent et ont moins peur, sont moins angoissés d'avoir à poser et à traiter de problématiques éthiques. Je pense que ça devrait être obligatoire dans tous les services qui ont ce genre de demande, d'avoir un centre qui se réunit régulièrement et où ces sujets sont abordés, non pas sur le taux de FSH et d'AMH, mais sur autre chose, c'est-à-dire le sens des actes. Et je ne suis pas très optimiste sur l'aptitude du corps médical à sortir du chemin exclusivement technique parce qu'on ne leur en a pas donné les moyens ni l'habitude.
Bonjour et merci pour cette problématique c'est une problématique du quotidien. À l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux où les patientes échangent les noms des médecins qui acceptent de réaliser des contraceptions définitives chez des jeunes patientes qui n'ont parfois pas d'enfants, moi je trouve, puisque je le réalise, qu'il y a un espèce de fardeau un peu de prendre cette décision tout seul. Il y a un cadre légal. Les patientes nous l'opposent en nous disant « j'ai plus de 18 ans, j'ai réfléchi 4 mois, je ne vois pas pourquoi vous me le refuseriez ». Et donc, je trouve qu'on est face à un peu, voilà, les deux balanciers ne sont pas équilibrés. Et pourquoi on ne pourrait pas réfléchir quand même à mettre dans ce cadre-là un autre cadre de réflexion pluridisciplinaire? Pourquoi on n'impose pas ça? Parce que je trouve que c'est très compliqué pour nous, praticiens, de porter cette décision. C'est vraiment tout à fait juste ce que vous dites, mais ça revient à un point qu'on n'a pas encore évoqué là. C'est de plus en plus de jeunes femmes osent dire qu'elles ne veulent pas d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui ne se disait pas avant. C'est un phénomène actuel. Et c'est ça qui sous-tend les demandes. C'est qu'elles osent le dire et qu'on est obligé de se poser la question comme ça. Et il y a une évolution sociétale. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Ça va limiter la population sur la Terre, d'accord. Mais il va bien falloir qu'on y réfléchisse. Pourquoi les femmes ne veulent plus d'enfants? Et qu'elles le disent maintenant. Avant, il y en avait très peu. Et si je puis me permettre 2 secondes, ce que vous appelez de vos voeux, c'est ce que aussi tu viens de dire, Israël, c'est-à-dire cette nécessité qu'il y a d'animer les équipes par des débats qui sont élargis et qui font réfléchir à la question du métier. Et c'est pas au-delà de l'équipe, ce que vous disiez, quelque chose de plus national, j'avais cru comprendre. Enfin, on pourrait référer... Oui. Ajouter. Oui. Vous dites que c'est compliqué dans le dialogue singulier et que ça mériterait quelque chose qui fasse sortir de cette dualité-là. Ou un ajout à la loi? Mais moi, je pense, alors là, je prêche pour ce que j'ai dit un tout petit peu au début, c'est-à-dire que cette commission d'éthique du collège, ça doit être aussi un organe susceptible d'être un appui pour vous partout. Et d'émettre éventuellement quelques propositions. Voilà. Oui, je voulais juste rebondir sur mes patientes jeunes qui, elles, veulent un enfant toutes seules. Parce que là, en l'occurrence, ça ne concerne pas que elles, mais ça concerne aussi le futur enfant. Et pour avoir discuté avec la présidente de l'association BAMP, qui est quand même très militante, et qui est malgré tout éducatrice, et qui se retrouve dans le quotidien avec des femmes jeunes qui ont fait l'enfant un soir de beuverie, éventuellement, et qui, finalement, se retrouvent avec un gamin, et c'est difficile. Bon. Donc, on parlait de la position sociale, et moi, j'ai des patientes quand même qui roulent pas sur l'or, hein, et c'est difficile de les mettre dans cette situation. Il n'y a pas d'études, pour l'instant, il n'y a pas de retour, donc je ne sais pas du tout si ces patientes qui ont fait cette demande de don de sperme sont les mêmes patientes que celles qui veulent faire un enfant à 22 ans parce que c'est leur façon d'être au monde, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué, il faudra peut-être voir et suivre les choses. Mais à l'inverse de la stérilisation où c'est la patiente vis-à-vis d'elle-même, là, on a quand même la naissance d'un enfant derrière, avec toute une prise en charge derrière qu'il va falloir soutenir ou aider si on n'est pas... Alors, je ne dis pas que les femmes de 35 ans ou 37 ans s'en sortent très bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on a peut-être des petits signes, des choses qui peuvent nous permettre de s'inquiéter ou en tout cas de se poser la question. Et puis, c'est quand même, voilà, on a une technique qu'on peut proposer, qui peut être faite. Est-ce que l'offre ne crée pas la demande? C'est vraiment une question compliquée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, Sylvie? En ce qui concerne les nouvelles demandes issues de la loi de bioéthique de 2021, dont celle que tu as fort bien exposée, moi, il me semble que la problématique n'est pas tellement à la discussion pluridisciplinaire pour laquelle je suis moins pessimiste que toi. J'ai l'impression que dans les équipes, au contraire, il y a eu une reviviscence de la discussion, du positionnement, mais on est quand même face à une loi qui, d'une part, autorise les femmes à faire et d'autre part à supprimer l'argument médical pour mettre en œuvre des techniques. Et il y a uniquement une phrase qui dit que l'équipe médicale doit évaluer. Alors je ne réclame pas du tout que ce soit plus rigide, mais je souligne simplement que c'est assez compliqué dans les équipes et que depuis septembre 2021,
j'assiste dans les réunions auxquelles je participe à des débats riches, avec un argumentaire sur cette jeune femme qui va être seule dans des situations, j'en reprends pas d'autres, on en a tous plein en tête. Ça, c'est pas compliqué, il y a plein d'idées qui sont échangées. Mais finalement, le compliqué, et je vois que Claire Devienne, pour l'Agence de la biomédecine, est là, et c'est des discussions qu'on peut aussi avoir, toute la profession ensemble, c'est après la décision. C'est-à-dire que si on repart dans les principes éthiques, c'est toujours l'autonomie de la femme qui va être un argument éthique supérieur par rapport au principe de bienfaisance, non-malfaisance, dont nous, médecins, nous accaparons un peu trop, mais malgré tout, le privilège, c'est-à-dire quel sera l'intérêt de l'enfant dans cette situation-là, le principe de justice, etc. Et au bout du compte, quand on arrive à un staff où il y a un grand malaise par rapport à une situation, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais quel peut être l'argument pour qu'on lui dise non ? Est-ce qu'on peut trouver un petit truc pour dire non ?» Et en fait, il n'y a pas. Et donc, les débats sont riches, mais les décisions sont quasiment toujours univoques selon l'autonomie de la personne à l'heure actuelle. Ça me rappelle une phrase que j'ai envie de vous rappeler d'Elisabeth Badinter. Quand on se prononce sur l'avenir d'un enfant, on se moque du monde. Qui peut dire ce que va devenir un enfant qui naît dans un contexte catastrophique, et ça peut aller tout à fait au contraire, et un enfant qui naît dans une famille merveilleuse, qui peut péricliter totalement. Qui peut faire un pronostic sur l'évolution d'une femme et de sa vie alors qu'elle n'a que 20 ans? Qui peut dire quelque chose sur l'avenir? Eh bien, je pense que toutes les évaluations que nous pouvons faire dans ces comités sont nulles et non avenues car non fondées. Nos évaluations, il faut qu'on soit capable de le dire, ne valent rien face à l'incertitude de l'avenir. Donc on peut se faire plaisir en disant nous évaluons, la loi nous demande d'évaluer, mais ça vaut pot de zubi. Donc il faut qu'on soit effectivement, je suis d'accord avec toi, l'autonomie de la femme est prévalente et la seule opposition possible à cette autonomie de la femme, c'est de dire est-ce que je suis bien avec cette demande? Est-ce que je suis en capacité de réaliser l'hystérectomie qu'elle me demande? Et si je ne suis pas en capacité de la réaliser, mon honneur, c'est de lui dire je ne suis pas en capacité de la réaliser, de faire les actes. Et c'est ça qui fait l'honneur de la médecine. Et alors, comment faire, Israël? Moi, je suis 150% d'accord avec toi. On ne peut jamais dire l'avenir des enfants, c'est une évidence. Néanmoins, sur quel argument se baser? Parce qu'à ce moment-là, on est obligé de dire oui. Sauf vraiment en cas très particulier, on est toujours obligé. Non, mais alors, l'avenir, c'est une chose, mais volontairement mettre une femme et un enfant dans une situation précaire, c'en est une autre. Donc, moi, je veux bien que les enfants qui vivent dans une... Alors, quand même, la majorité des cas, ça se finit pas toujours très très bien, mais bon, en dehors de ça, on ne fait pas d'avenir, on ne fait pas de plan sur la comète, on ne sait pas, mais volontairement mettre une femme et son enfant dans une situation de précarité et qu'on le sait à l'avance, que l'enfant en devienne un homme formidable, c'est génial, mais enfin, on n'est pas obligé de lui faire vivre des choses difficiles. Enfin, c'est pas une obligation, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même ça à prendre en compte. Dans ce cas-là, tu dis non en fonction de ton autonomie et tu dis moi je ne peux pas faire ce que vous me demandiez, mais tu ne peux pas lui dire je vous dire non parce que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Tu ne peux pas lui dire vous êtes pauvre et je ne veux pas vous mettre dans une situation précaire. Donc ton argumentaire pour refuser, c'est que tu ne peux pas le faire. On revient aux fameuses sciences sans conscience. Question, Laurence? Et dans votre discussion, Israël et Catherine, la loi vous dit... Toi, Israël, tu considères que ce que la loi vous demande de faire, c'est d'évaluer l'intérêt de l'enfant, pas simplement d'apprécier... Non, il y a le mot « intérêt de l'enfant ». Donc toi, tu considères que c'est un critère absurde. Ça vous rassure, d'accord. Donc, oui, mais justement, l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de clause de conscience dans la MP. Et c'est pour ça qu'il y a bien la question de l'intérêt de l'enfant. Donc l'idée, c'est pas que tu es mal à l'aise avec cette demande, c'est que, je rejoins un peu la construction de Catherine,
c'est de dire, et c'est ce que le législateur vous a demandé, puisque vous pouvez invoquer une clause de conscience subjective, et que vous devez aujourd'hui, si le patient ou la patiente la demande, l'écrire. Donc il faut le justifier, c'est pas simplement « je me sens pas à l'aise ». Donc, bon, toi tu penses donc que c'était une erreur absolue. Ça n'a pas changé depuis 1994. Hein. Au passage, juste, je veux dire, je comprends la notion d'honneur, mais l'honneur, à l'heure actuelle, je suis désolée, dans les staffs sécos, on dit je peux pas parce que c'est mon honneur, mais bah, ça passe pas parce qu'on nous répond mais cette patiente y a droit, donc ton honneur, tu te le ranges. Enfin, c'est tout à fait ça. Tu te dis, il n'y a pas de clause de conscience dans l'AMP, mais c'est faux. Il y a une clause de conscience dans toute la médecine. Et c'est extrêmement important. Et c'est ce que je veux. C'est mon premier argument, c'est de dire, faites valoir votre clause de conscience. C'est votre honneur. Une partie de ma famille a été tuée par des gens qui ne faisaient qu'obéir aux ordres. Et justement, les médecins n'obéissent pas aux ordres. Ils obéissent à quoi ? À leur conscience. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'autonomie individuelle, mais si le médecin A ne veut pas, il y aura le médecin B qui acceptera de faire, c'est pas grave. Mais ce que je trouverais catastrophique, c'est qu'un jeune qui rentre dans nos rangs, qui se retrouve dans un service d'AMP et qui accepte, parce que son patron lui a dit de le faire, des actes qui vont contre sa conscience, je pense que c'est antithétique de la médecine et surtout de l'éthique. Je vous propose qu'on arrête ces sessions passionnantes. On reprend à 10h30 très précise, car la deuxième partie est passionnante, mais très chargée. Elle a comme objet le consentement, et vous savez à quel point c'est une question importante. Et vraiment, d'abord, merci d'être venu malgré cet horaire précoce, mais 10h30, c'est tout à fait correct. Et le thème, là, vraiment, doit non seulement vous conduire à revenir, mais à faire de la publicité à tous ceux que vous connaissez. Merci.